Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour la première de notre série d'interviews IB Talk, donc du média Itinéraire Bis. Moi, c'est Vincent, donc fondateur du média Itinéraire Bis, et je suis accompagné de Simon, l'investigateur de ce projet. Donc, merci à lui. Du coup, on vous accueille aujourd'hui dans l'un des lieux phares de la nuit parisienne et également monument historique, la rotonde Stalingrad. Et on est ravi d'accueillir aujourd'hui donc le DJ, pianiste et producteur de house Romeo Louisa. Donc tu fais partie du collectif House of Groove. Tout à fait. Nous, du coup, on voulait revenir un petit peu sur un peu ton parcours pour parler un petit peu de la chronologie, ce qui t'a amené de ton début de carrière, qui était plutôt aux alentours de 2017, 2016, 2017, 2018, où tu as commencé à produire et après où tu as commencé à mixer. Et la première chose sur laquelle je voulais m'arrêter, c'était déjà Londres. Déjà, parce que tu as fait tes études là-bas, tu étais en école d'art, il me semble. Donc, quand tu dis art, il y avait de la musique ou c'était de l'art visuel, plastique ou ce genre C'était de choses? exclusivement de l'art visuel, du design et enfin voilà, c'était Ok. visuel. Ok. Et ma première question, c'est pourquoi Londres? Pourquoi pas. Toi, tu es originaire du Sud, pourquoi pas Marseille, Montpellier ou C'est Paris? une bonne question. Parce que je suis allé en école anglaise dans le sud de la France. Donc tous mes cours de l'âge de 10 ans jusqu'à mes 18 au final, ils étaient en anglais. Et puis j'avais un pote dans cette école qui m'a dit lorsqu'il fallait aller à l'université, moi je savais pas trop quoi faire, hein, je savais pas où aller. Il m'a dit, moi je vais à Londres, suis-moi, on va bien se marrer. Ça a été aussi simple que ça, et du coup je suis allé à Londres. Il n'y avait pas du tout de préméditation professionnelle, c'était aussi con que ça, quoi. Ouais, non, mais c'est un peu je pars à l'aventure avec mon pote. Ouais, Enfin, voilà, ouais, c'était ça. Donc je me suis retrouvé à Londres, j'ai fait une école d'art, ok. là. Ouais. D'accord. Et donc du coup, si on reste centré sur Londres, quand tu es arrivé là-bas, quelles ont été les différences sur la scène électronique ou les clubs, enfin voilà, le monde de la nuit là-bas? Est-ce que tu as trouvé des différences marquantes Ah oui, carrément. Il y a deux trucs. Le premier, c'est que à l'époque, j'ai à peine 18 ans. Donc, à vrai dire, je commençais à peine à sortir dans le sud de la France. C'était tout frais. Donc, je ne sais pas exactement quoi attendre du monde de la nuit en général. Et là, d'un coup, je passe de Cannes à Londres et du coup, il y a déjà une différence de taille qui est conséquente. Donc je découvre le monde de la nuit dans toute sa splendeur, on va dire. Et il s'avère qu'à Londres, il est particulièrement riche parce que, comparé à ce que j'ai vu de la France jusqu'à présent, il y a beaucoup plus de diversité de genres musicaux électroniques. La garage est beaucoup plus écoutée là-bas, la two-step, le breakbeat, la drum and bass ou jungle. C'est des styles qui font presque partie du monde radio en Angleterre. et de l'histoire aussi anglaise? Et voilà, c'est ça, tu découvres en même temps, tu vois, une chose après l'autre, forcément tu découvres l'histoire musicale du pays. Donc voilà, je découvre tout ça, je me Il est couche. étudiante, donc Ouais, je dans mes années c'est. étudiantes, tu vois, je me Ouais. prends ça en pleine gueule, en pleine face. Donc ouais, génial, génial. Voilà. Et pareil, enfin, au niveau de comment consommer la musique aussi, c'est différent là-bas. Comment les gens appréhendent. Enfin, ça fait vraiment partie de leur vie. Ouais, je dirais que ça en fait un peu plus partie, dans le sens où ils aiment faire la fête, ils y vont à fond. La ville est plus grande, elle est plus, je dirais, conçue pour ça, entre guillemets, qu'une ville comme Paris qui est plus. Enfin, je veux dire, les rues sont plus étroites, les appartements sont un peu plus. Voilà, c'est concentré, c'est dense. Londres, il y a vraiment des lieux qui sont établis pour faire la fête
Et il n'y a pas cette inquiétude de déranger les résidents qui dorment à côté, le voisinage, tout ça. D'accord, et Donc, donc plus de liberté. j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression, et ça vient peut-être aussi de leur histoire, avec toute la culture rave qu'il y a eu dans les années 90, etc. Je pense ils ont eu le temps de se décomplexer par rapport à ça, peut-être plus qu'en France, quoi. Mm. Et toi, du coup, là-bas, à force de sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un sorte de déclic, de se dire j'aimerais vraiment produire. C'était un effet de groupe avec des amis. C'était comment? Parce que c'est là-bas que tu as commencé à produire, du coup, non? C'est plus ou moins là-bas, ouais, que j'ai Ouais. commencé à produire. Je touchais un petit peu Logic Pro auparavant, mais je faisais pas de house ni de musique électronique. Et donc à Londres, c'est vraiment là où j'ai commencé à me pencher sur la chose. Je dirais pas que c'est forcément à cause de la culture club que j'ai trouvé là-bas, en tout cas au début, mais c'est parce que j'étais en école d'art et je dessinais, je peignais. À l'époque, je réalisais une BD même, une bande dessinée en école d'art. C'était mon projet quoi, sur l'année. Et donc pendant que je faisais ça, j'écoutais de la musique à fond, dans les écouteurs, tu vois. Et, euh, et voilà, vu que je venais tout fraîchement de découvrir le fait de sortir en boîte, j'avais découvert un peu dans le sud la musique électronique, la house, tout ça. Et c'était le début où voilà, je commençais à m'immerger là-dedans, en dessinant ou en bossant sur mes projets. Donc voilà, je voguais sur SoundCloud, tu vois, à la recherche de tracks. C'est venu comme ça, et donc très vite, moi, il y a eu un déclic. C'était Swedy, un producteur Swedy, qui d'ailleurs vient du sud de la France aussi. Euh, c'est des potes du sud de la France qui m'avaient fait découvrir cet artiste. Et donc quand je suis arrivé à Londres, vraiment j'ai écouté sa discographie à fond. Et, euh, et je me rappelle m'être dit en l'écoutant, bah je peux faire pareil. Surtout qu'à l'époque, il postait vachement sur YouTube des vidéos de lui dans sa chambre en train de prod. Et je me suis dit, bah, c'est juste un mec dans sa chambre qui prod. Donc, Pourquoi pas moi, en fait? c'est ça, tu vois, ça m'a un peu lancé dans l'idée, quoi. Et c'est vrai que Swilly, il a marqué une génération quand même. Oui, oui, Enfin carrément. là, je le raconte après coup, mais même dans l'équipe, enfin, on écoutait beaucoup Swilly. Donc enfin, c'est une très bonne référence. Bah, moi, c'est pas... moi, je me mets à la prod depuis pas très longtemps en fait. Et je suis allé faire des vidéos YouTube de tutos, tu vois, pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, la structure. Et une des premières que j'ai regardées, c'est How to Make a Swilly Song, tu vois. Donc Ouais. forcément, bah, ça m'a beaucoup influencé pour un des trucs que j'ai fait. Mais oui, effectivement, c'est une référence. Puis je l'écoutais aussi un petit peu aussi. Ok. Et du coup, donc il y a toute cette période londonienne, pardon. C'est mieux si je le dis comme ça. Et ensuite, là où ça a vraiment accéléré, d'après ce que j'ai compris, c'est plus pendant le confinement, où ça s'était déjà un petit peu accéléré avant, où tu as senti qu'il y avait une différence, le fait d'être confiné chez soi, d'avoir du temps en fait peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été une étape, le confinement, ou Mm. pas du tout? Ouais, ouais, ça a été une étape hyper importante. Ça s'était accéléré un peu avant, parce que à Londres, j'avais commencé en faisant une école d'art, du coup, et au milieu de cette école, je me suis aperçu que voilà, j'écoutais que de la musique, je commençais à prod, donc très vite, ça m'a gavé, le dessin, et j'ai abandonné pour aller en école de musique. Et donc cette école de musique, effectivement, ça m'a fait rencontrer pas mal de gens comme Théos. Il y avait aussi un duo anglais qui s'appelle le Funk Cartel, qui sont de très bons amis et qui m'ont vraiment donné confiance en moi pour produire. Et puis du coup, voilà, j'ai baigné déjà à Londres avant le Covid dans ce monde de sorties en club, de prod, à mixer chez les amis les uns les autres. Voilà, on allait tous se voir en soirée quand les amis avaient des dates quoi, sur Londres. Ouais. Donc voilà, ça commençait déjà à s'accélérer à ce moment-là. Puis le Covid est tombé. Et là, effectivement, changement radical, Fermeture. comme on le sait, hein, Ouais, pour tout le monde, ouais, ouais, le temps s'arrête. ouais. Mais du coup, qui dit temps arrêté, dit opportunité de faire absolument ce qu'on veut sans culpabilité de prendre du retard sur quoi que ce soit. Ouais,
Tu te poses carrément. Et donc c'est là où j'ai utilisé toute l'énergie que j'avais emmagasinée pendant l'école de musique pour faire mes armes en fait au niveau de la prod, vu qu'il y avait un peu que ça à faire. Euh, voilà, je m'y suis donné à fond sur l'ordi, à regarder des tutos, à écouter aussi énormément de musique, à diguer, tout en restant en contact distanciel avec mes amis producteurs de l'école dans laquelle j'avais été. Donc il y avait toujours cette énergie, mais avec l'espace et le temps d'en faire quelque chose, quoi. Donc vraiment une étape clé. Toujours sur la période Covid, tu parlais de Théos par exemple, avec qui tu étais aussi en connexion pendant cette période, enfin, au niveau des échanges, en termes artistiques Ouais. ou même, je pense par exemple à l'équipe Chevry. Je ne sais pas si tu avais des liens avec d'autres membres. Cette époque-là, pas Non, que encore. Théos. Ouais, c'était que Théos parce que j'étais pas encore arrivé sur Paris et ouais, j'avais rencontré personne encore. Ouais, j'étais en lien avec forcément mes camarades de l'école de musique, donc le duo dont j'ai parlé tout à l'heure, Funk Cartel, avec Rory et Cam, qui ont été vraiment des gars inspirants pour moi. C'est des mecs qui. On fait pas exactement le même style musical, ils sont plus tech house, mais ils ont eu l'avantage d'avoir un mindset ultra positif qui m'a vraiment propulsé, qui m'a donné confiance en moi. Et donc j'étais pas mal en contact avec eux pendant cette période, je pense, à échanger voilà, Oui, sur donc ce plus dans les sujet. conseils, Ouais, le message qui t'apportait positif. ouais, c'est ça. Euh, je pense que j'étais toujours en contact avec eux. Il y avait un autre artiste d'origine portugaise que j'avais rencontré à l'école de musique qui s'appelait Miguel Seabra, qui produit plutôt de la minimale. Pareil, on n'est pas exactement dans les mêmes styles musicaux, mais lui, il m'avait apporté pas mal de conseils sur le mixage de morceaux, le mastering, donc masterisation. Euh, et c'est vrai que je me rappelle même avoir pris un cours avec lui à distance pendant le confinement pour davantage me perfectionner sur la finition de mes morceaux, quoi. Et évidemment Théo, qui est un très bon ami, avec qui j'ai dû échanger aussi beaucoup pendant cette période. Donc ouais, ça restait nourrissant, même sur le plan social, alors qu'on était tous débranchés, éparpillés, c'est ça. Ouais. Et après, du coup, après le confinement, ressorti dans les boîtes, tout ce qui est club qui rouvre, opportunité du coup de pouvoir mixer et tout ça. Et je crois que tu as fait une rencontre qui était assez décisive, c'est avec Oden et Fatso, justement sur le côté musical. Je sais pas si d'un point de vue DJ set vous avez beaucoup mixé ensemble ou pas, tu nous diras. Mais il y a ce morceau qui t'a un peu propulsé, qui est le remix qu'ils ont fait de No Apologies. Alors moi personnellement je préfère la version que tu as fait toi. Mais ils ont je te le dis, je l'ai réécouté et tout ça. Et je te dirai un petit peu pourquoi après. Mais est-ce que tu peux déjà nous parler de cette collaboration que tu as fait avec eux? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était du hasard enfin, ou non Ouais, carrément. C'était. Alors, déjà, j'ai jamais mixé avec eux. Mais je les ai rencontrés une fois arrivé sur Paris. Donc, je suis arrivé en fin 2021. Après Covid, du coup, tu es allé Ouais, sur Paris. Ouais, après ok. Covid, même si la situation était encore un peu incertaine, on ne savait pas s'il allait y avoir de nouveaux confinements, etc. Mais voilà, je me souviens m'être dit, je retourne sur Paris parce qu'au moins, je voulais retourner sur Londres, hein, mais le fait d'être à l'étranger alors que la situation était instable, je me suis dit, bon, je vais rester chez moi et aller dans la ville où ça bouge le plus, donc Paris. Et donc le contact que j'avais sur Paris à ce moment-là, c'était Théos, une fois de plus. Et c'est lui qui m'a introduit à Oden Fazzo, qui connaissait déjà et avec qui il avait déjà collaboré, il me semble. Euh,
Donc je crois que c'est venu du fait que j'avais emmagasiné pas mal de démos pendant le Covid, les confinements, et que Théo les avait écoutés. Il m'avait dit ça, faut en faire quelque chose. Viens, je te présente Taoden et Fazzo et tu leur fais écouter tes démos. Et donc c'est ce qui s'est passé une fois sur Paris, un beau jour, je suis allé chez Fazzo. J'étais super intimidé, tout ça, vraiment, c'était des héros quoi, pour moi à l'époque, parce je pense que c'était le moment où enfin, j'ai du mal à prendre du recul, mais je pense qu'ils commençaient à percer vraiment bien. Je sais qu'ils ont explosé. Ouais, c'était pendant cette période. Ouais, bah moi je les avais vus à Marvelous Island à ce moment-là. Oui, c'était déjà, il y a déjà enfin, Oui, le ils ont déjà moment où pété, il quoi. joue à Tomorrowland, j'avais vu la transition Ouais, assez rapide en plus. ouais, je pense que c'est allé assez vite pour eux, ouais. Ouais. Et c'est vrai que pendant le Covid, enfin la période Covid en 2020, avec les potes dans le sud, on faisait des fêtes, euh, entre guillemets un peu clandestines peut-être. On l'a tous fait. On l'a tous fait, hein. Voilà, tout le monde est au courant, on a tous fait des Ouais, trucs désolé, plus ou maman. moins. De toute façon, tu regarderas pas la vidéo, donc. Peut-être, Ouais. peut-être. On faisait beaucoup de fêtes, ouais. Et donc j'ai une équipe de potes dans le sud qui mixait pas mal. Ils avaient fait un collectif à ce moment-là qui s'appelle Amical, qui existe toujours d'ailleurs. Donc je fais un petit shout-out. Je crois que tu as une caméra qui s'est à nouveau. Ok. Et du coup, je dis ça parce que eux, ils jouaient à ce moment-là déjà du Oden Fazzo. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et c'est là où je les ai découverts lors de ces fêtes. Et donc l'année suivante, je viens à Paris, comme je vous disais, et je les rencontre. Le truc de fou, quoi. Donc forcément, je les vois, je suis intimidé. Mais bon, voilà, ils m'accueillent super chaleureusement. Ils sont très amicaux. Je vois qu'ils sont au taquet aussi. Ils sont toujours en train de prod quand t'arrives. Ah, ils sont tout le temps en mouvement. Ouais. Ils sont très très dynamiques. Donc voilà, très vite les choses s'enchaînent et je leur fais écouter 4 démos que j'avais mis ensemble parce qu'elles allaient bien ensemble. Et c'était les démos qu'on connaît et qu'il y a sur l'album qui est sorti sur Sake Records, le label de Dan Fazzo. Quasiment telles quelles, hein. Elles étaient prêtes, elles n'ont pas bougé depuis. Ça leur a plu quasiment tout de suite, je crois. D'accord. Si je me souviens bien. La première écoute, hop, bingo, Ouais. on y va. Ouais, je les voyais, je me rappelle, je les voyais. Ils étaient en train de bouger la tête comme ça. Et t'as Abel, qui faisait partie d'Oden, qui est maintenant parti faire son side project qui s'appelle Metro Kid. C'est lui, ouais. Oui, c'est lui. Je me rappelle. Bah, il a joué- qu'on voit avec Econopolis. Enfin, ils Ouais. font, ouais. Et il a décidé de faire son propre projet maintenant. Mais à l'époque, il faisait partie encore d'Oden. Et je me rappelle, ouais, il me disait, ah ouais, c'est très lumineux. Donc voilà, et je voyais que tout de suite, ça cliquait pas mal. C'est comme ça que la chose s'est faite très, très simplement, en fait. Ok. Ouais, très simplement. Et ouais, je voulais revenir à ce morceau-là pour parler aussi un petit peu de la musique et comment tu procèdes pour créer du son. C'est parce qu'à la fin, dans ta version à toi, tu sais, il y a le dernier drop où je sais pas si c'est une impro que tu nous fais ou si c'est par un envolé de piano ou si c'est de la composition. En fait, c'était quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que toi, quand tu composes une musique, en fait, tu te laisses un temps où tu fais de l'improvisation ou c'est vraiment, en fait, tu as quand même réfléchi un petit peu la chose en amont. Voilà, t'as toutes tes notes, t'as peut-être pas fait une partition non plus, hein, mais t'as vraiment réfléchi le truc. Ou c'est vas-y, j'ai assez de connaissances en musique pour me dire, bah, là sur ce moment-là, ça va être de l'impro, ou c'est un mélange des deux, notamment sur cette track, mais sur d'autres aussi. Ouais, bah écoute, pour tout te dire, le processus créatif, pour moi, c'est quelque chose d'assez mystérieux, quoi. Ok. Je sais pas trop comment me viennent les idées, c'est assez mystérieux, assez complexe.
Que te dire là-dessus? Ouais, c'est lunaire, tu vois, c'est comme si ça te venait d'ailleurs. C'est un mélange de plein de choses qu'on a intégrées, C'est ça. d'influences, Ouais, et qu'on ne peut pas forcément décrire. ouais. C'est comme. Donc c'est pas c'est une impro ou c'est Alors ouais, pour aller soi-disant, plus loin ouais. dans la réponse à ta question, c'est une impro, ce que tu entends au clavier dans le dernier drop de No Apologies. Euh, mais c'est une impro en fait. Je me rappelle, j'avais le motif, enfin, j'avais la track, la structure principale, tout était quasiment là. Et au dernier drop, je sentais qu'il fallait quelque chose. Et cette track me faisait tellement vibrer à ce moment-là que je me suis dit, enfin, je crois que j'ai commencé juste à improviser en plein kiff, quoi. Ouais, ouais. Même pas dans l'idée de me dire que ça serait sur l'enregistrement final, quoi. Juste, je me suis dit, bah vas-y, je me fais kiffer et tout. Puis, tu sais, j'avais mis une boucle, quoi. Et je me faisais kiffer sur le piano. En improvisant, hein. De toute façon, moi, quand je joue au piano, c'est que de l'impro la plupart du temps. Et, euh, et au final, à un moment, j'ai appuyé sur Rec, tu vois. J'ai enregistré un premier solo. Je me suis dit, ok, bah, peut-être qu'il va y avoir un solo dans cette partie-là, au final, parce que ça me faisait tellement vibrer. Et puis, voilà, après, j'ai réenregistré le solo, par contre, 15 000 fois. Parce que entre un solo que je fais en live et un truc pour une version finale, moi je suis. Même si le procédé créatif, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'un peu lunaire, un peu mystérieux, je sais pas trop comment ça arrive, tu vois. On en devient perfectionniste. Ouais, ouais, quand même. Il y a un moment où il faut passer en mode finition. Il fallait Et caler sur le beat, je sais pas où t'avais déjà calé sur le beat, non t'étais déjà bien. j'étais déjà plutôt bien, mais Ouais. oui, forcément, il y a deux, trois trucs. Je crois que j'ai mis un peu de swing, même sur le solo. Tu sais, dans Logic Pro, j'ai mis un swing prédéfini. Ce qui a, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, forcément, ça caler les notes sur une grille. Et c'est vrai que ça s'entend un peu. Et peut-être que j'aurais pas dû faire ça autant. C'est une réflexion dont j'avais parlé avec Théos un peu plus tard. Il m'avait dit, mec, c'est dommage que tu aies fait ça. Tu vois, ça s'entend un peu. Bon, lui, il a l'oreille Oui, mais l'oreille, moi façonnée. j'entends rien du tout. Lui, c'est façonné pour ça aussi. Ouais, Lui, bah ouais, ouais. c'est un pianiste excellent aussi, donc forcément. Mais voilà l'histoire du solo, quoi. Ça s'est fait comme ça. Ok, ah bah merci de l'avoir partagé. Et en termes de production, est-ce qu'on est vraiment satisfait à 100% d'un track? Ah bah, jamais. Jamais. Jamais, Ah parce oui, que ça. le jour où je suis satisfait à 100%, j'arrête de faire de la musique, je pense. Je te jure, Non, mais c'est. vraiment, tu sais, tu le réécoutes et tu dis, ah là, j'aurais dû mettre ça. Est-ce que c'est infini C'est ça- infini. C'est infini et moi, mon processus créatif, il est assez frénétique. Je commence, j'ai une idée. J'ai remarqué avec le temps, l'expérience en prod, que il faut que ça aille vite. Le plus vite ça va, le plus vite je finis un morceau, le mieux, parce que quand j'ai une idée qui me fait vibrer, je sais que le lendemain, elle peut ne plus me faire vibrer de la même manière. Et il faut que je puisse passer à autre chose assez rapidement. Et forcément, du coup, quand on réécoute le morceau après quelques temps, on se dit, ah, j'aurais peut-être dû faire ci ou ça. C'est le piège un peu en fait. C'est le piège, mais ça fait aussi partie Faut de la faire beauté son- de la chose. Ouais, faut faire le deuil du morceau et passer à autre chose. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis, enfin, même des fois, quand je produis un morceau, j'ai déjà une idée pour un autre truc. Donc, il faut que ça aille assez vite, quoi, pour moi. Et forcément, voilà, t'es pas satisfait, mais c'est beau parce que ça représente Un instant. exactement. Tu marques dans le temps un instant où tu étais en train de vibrer et faut laisser comme ça, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent la perfection. C'est Dali qui disait n'aie pas peur d'atteindre la perfection parce que tu n'arriveras jamais. Oui, c'est vrai. Je lâche ça comme ça. Oui, non, mais t'as bien raison. Mais je garde ça en C'est tête. sinon, on a une frustration permanente et tu peux plus avancer sereinement, quoi. C'est ça. Ouais. Même si, par exemple, les grands compositeurs, je pense, étaient quand même obsédés. Ouais, Il y a une c'est obsession, sûr. mais même pour vous, pour tout le monde, je pense. Mais il y a une obsession d'avoir le morceau parfait. Mais tu sais très bien que tu vas pas l'atteindre. Ouais, il faut réussir à s'en détacher de cette obsession pour avancer, quoi. Moi, je connais des collègues
qui me disaient souvent, quand je leur demande s'ils sortiraient leur musique, ils me disaient, moi j'attends d'avoir le projet parfait, de savoir vraiment J'ai quelle plein de patte. potes comme ça. Tu vois. Et en fait, ils sortent jamais Ils rien. sortent jamais rien. J'ai des potes, c'est exactement ça. C'est ça, hein. Ils en font de la musique depuis plus de 10 ans, hein, mais Ouais, c'est ça. Il faut accepter l'imperfection. Il faut accepter de changer de style aussi. Moi, il y a des morceaux dont je citerai pas les noms, mais sur ma discographie, Spotify, Apple Music, tout ça, sur les streaming, les plateformes de streaming, il y a des morceaux que j'aimerais bien retirer, quoi, parce que j'ai changé de style. Mais encore une fois, ça c'est un représente peu une l'héritage, époque. quoi, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Il faut accepter Et quand on d'évoluer. parle toujours du même son, enfin celui qui est ressorti plus qu'un autre, enfin comment dire, tu reçois tout ça. Il n'y a pas un son que même ton entourage, des amis te disent, enfin, ils n'arrêtent pas d'en parler. Il y en a qui reviennent souvent. On en parlait tout à l'heure, No Apologies par exemple. Euh, Effectivement. Comment je prends le truc? Ça me gave. Non, c'est pas vrai. Ça, je peux pas dire que ça me gave, c'est hyper flatteur. C'est hyper flatteur en réalité, mais euh, je dirais que Ça te pousse à recréer, à vouloir créer de nouvelles choses aussi. ça me pousse à vouloir recréer d'autres choses forcément, parce que je vois qu'il y a une réaction de la part d'une audience. Donc voilà, comme je te disais, c'est hyper flatteur, c'est motivant, mais ça me gave, c'est un terme fort, hein, mais je parle comme ça me gave Oui, dans tu la... remercies la personne et Ouais, enfin ça me gave parce que j'ai envie enfin tu vois, c'est vieux ces trucs-là, j'ai envie de passer à autre chose. Euh, Tu vois, par exemple, en club, c'est arrivé qu'on me demande de jouer ces morceaux-là. Et c'est là où je peux dire que ouais, ça m'excite pas en fait de les passer ou de les repasser parce que j'ai envie de montrer ma dernière prod qui est pas encore sortie, tu vois. Voilà, c'est juste ça. Mais après, c'est top de pouvoir avoir ces retours-là de plein de gens. Tu vois, à mon humble niveau, je pensais jamais que ça m'arriverait, tu vois. Donc, c'est super, quoi. Je vais pas m'en plaindre hein, non plus. Tu vois. C'est top. Et ouais, je reviens un petit peu sur le côté impro, petite transition sur ce. Il me semble que tu avais fait un festival l'année dernière, en été, qui s'appelle le PIV. Je sais pas c'est l'acronyme de quoi. Aux Pays-Bas, ça c'est un label hollandais. C'est ça, Mm. ouais. Label néerlandais. Où tu avais notamment pu rencontrer pas mal d'artistes, où tu pourrais nous en parler un petit peu et tout ça, où tu avais pu improviser justement sur pas mal de leurs tracks. Donc je trouve ça super étonnant déjà que les artistes, bon, je sais pas si c'est dans une ambiance collective où les mecs se disent, ou les filles d'ailleurs, se disent bah, vas-y, là c'est un peu la fête, viens improviser sur mes sons. Enfin ça c'était quoi déjà ce festival, est-ce que tu peux nous en parler? Et comment ça s'est fait, ces impros un petit peu, c'était dans une logique musicale ou vous en avez parlé en coulisses, je sais pas. Ça s'est fait, encore une fois, vraiment de manière T'étais spontanée. derrière eux en train de. Puis il fait vas-y, vas-y. Ils savent que t'es pianiste, c'est parti. C'est pas venu d'eux, Ouais. mais ça s'est fait assez rapidement, de manière plutôt spontanée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est allé à une première édition du Festival PIV en 2023, pendant laquelle on a pris la température, on a vu un peu, euh, on a découvert en fait ce que c'était. Je dis on parce qu'effectivement j'étais avec mon ami Théos, avec mon manager et producteur et fondateur de House of Groove, Zav, et une autre équipe, enfin un groupe d'amis, voilà, également qui produisent pas forcément mais qui sont amateurs de ce type Dans le de milieu. musique aussi. Oui. Et donc voilà, on est allé pour prendre la température la première année. La seconde année, donc en 2024, on y est retourné. Et Zav étant mon manager,
Il m'a dit là, faut qu'il y ait un clavier avec vous, on ne sait jamais, il faut qu'on. Lui, il a vraiment un instinct de manager, Un œil de vouloir extérieur. pousser les choses, de vouloir créer les opportunités. Donc il a dit faut qu'on ait le clavier avec nous à Amsterdam. Donc on part dans cette idée en groupe avec un clavier dans le coffre. On est tous en voiture, on va à Amsterdam pour le festival. Le jour du festival arrive. Je sais pas pourquoi, mais on y va sans le clavier. Oublié. On avait eu des rencontres juste avant avec des artistes, parce que forcément, durant cette période, il y a pas mal d'artistes qui sont dans la ville et tout. Et on y allait sans, quoi. On arrive dans le festival, c'est top. Il y a plein d'artistes qu'on adore, qu'on admire, qui jouent là-bas. Donc Dennis Quinn, il y avait Colter, voilà, j'en passe. Et au bout d'un moment, je sais plus exactement comment ça s'est goupillé, mais on est au set de Colter. Et, et je sais plus comment ça s'est passé, je vous cache pas. Parce que c'est quand même un moment festif, hein, à la base. Donc il y a des. C'est sur le moment peut-être. Ouais, il y a des trous dans mon histoire. On dira pas pourquoi, mais. Non. Mais en tout cas, on voit que Colter me reconnaît parce qu'on avait échangé sur les réseaux précédemment. Il avait dû voir les vidéos que je faisais, tout ça. Et quand mon manager voit que Colter me reconnaît, il me dit mec, voilà, c'est ça, ça me revient, tu vois. Il me dit mec, là il faut qu'on aille chercher le clavier, il y a trop une opportunité, il t'a reconnu, ça se trouve il serait chaud que tu mixes sur son, enfin que tu improvises. Ça se fait On comme est dans ça une sur le série. festival, quoi. On est dans une série Netflix. Ouais, ça fait ça. Ah non, mais c'est incroyable. C'était incroyable, c'est pour ça que je prends le temps de raconter l'histoire. On a fait on a fait les pirates. Okay. Tu vois, c'était à l'abordage sur les sets de chacun. Donc bref, ça c'est le premier moment où on a le déclic, il faut aller chercher le clavier. Et avec mon manager, on prend un Uber carrément pour aller chercher le clavier qu'on avait bêtement laissé à l'hôtel en pleine ville. Parce qu'il faut dire que le festival se passait en dehors de la ville et ça faisait 45 minutes de bagnole. Donc on se tape l'aller-retour juste pour le clavier, mais a priori ça a valu le coup. On revient avec le clavier. Au préalable, on s'était assuré que si on sortait du festival, on pourrait re-rentrer. Donc on avait parlé aux agents de sécurité et tout. Et même dans l'urgence, vous avez pensé à tout. On a essayé d'anticiper et c'est là où Xav a été assez bon. Et donc, en gros, voilà, on revient. La sécurité nous dit non, mais voilà, c'est ça. Là, il y a un blocage. Et il y a notamment un blocage on a passé une première sécurité. Et il y a un blocage notamment lorsqu'il s'agit d'accéder au set de Colter, à l'arrière, à la scène, quoi. Et je me rappelle d'avoir ce moment avec Xav où il y a eu beaucoup d'insistance auprès du gars qui était chargé de cet accès-là. Ouais. À un tel point que moi je lui disais mais là faut que t'arrêtes, on va se faire virer. Je voyais que ça commençait à monter un peu. Ouais, souvent c'est l'étape finale et c'est là où ça bloque. C'est le plus frustrant en plus, t'es devant le truc. C'est ça. Et du coup même avec ton clavier et tout, il n'a pas compris que tu étais artiste. C'est comme ça que peut-être que tu vas nous le dire, mais. Bah, j'avais le clavier effectivement, mais moi je suis pas booké dans le festival, donc forcément les gars qui bossent là-bas ils ont des règles à respecter, ils ont des instructions, mais avec suffisamment d'insistance, il finit par céder parce que je crois qu'il en a marre. Ouais, je pense. Oui. Comme ça. Bon, ils vont me laisser tranquille. Ouais, et je crois qu'on avait quand même en backup un message que j'avais envoyé à Colter sur Insta ou quoi, où je lui demandais si je pouvais improviser des lignes de piano sur son set.
Il y avait quelque chose comme ça qu'on a pu montrer, il me semble, pour faciliter l'accès. Mais au final, voilà, il nous a laissé accéder au stage et on a branché le clavier et je me suis mis à improviser sur le set, quoi. Oui, voilà, j'allais dire à ce moment-là, c'est de l'impro total, Ouais. une petite pression quand même en voyant le monde. Ouais, Non. je Ou t'avoue, vraiment t'es transporté. je me souviens plus comment j'étais à ce moment-là. Oui, c'est de Mais l'euphorie. à mon avis, je devais être en train de me chier dessus, tu vois. Oui, oui, oui. Oui. Pardon, Enfin, faut peut-être pas dire ça. oui. On va Je faire devais- bip. On va faire on va faire le bip. C'est vrai que maintenant tout le monde fait bip comme ça pour l'algorithme. Non, moi j'adore ton naturel. On garde. Non, mais à mon avis, je devais être un peu stressé, quoi. Après, l'alcool, enfin, Oui, la fête est dedans, La comme fête, tu l'as oui. dit toi-même. T'es Peut-être porté. que. Voilà, ouais. mais après, pour improviser des lignes de piano, je fais attention quand même de pas exagérer sur l'alcool, forcément. Et même quand j'exerce mes prestations, maintenant, je bois plus, quoi. Parce que vraiment, métier en fait. c'est mon métier, ouais. Et puis le clavier, c'est vrai que c'est un médium qui ne permet pas d'être dans un état second. Il faut être tout le temps vraiment focus, vraiment là. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que des fois tu peux faire un peu entre guillemets n'importe Oui, quoi, oui, mais oui, non, oui. mais pas du tout. Oui. Ouais, Faut quand même être concentré. faut être concentré, sinon il y a des pains. Puis il y a le moment où tu es chez toi, où tu peux être entre guillemets, dans un état second, où tu fais du clavier, et puis il y a le moment où tu es devant 2000 personnes, quoi, j'imagine. Tu sais, Ouais, t'as il y a envie une différence, de... quoi, aussi. Ouais, Ouais, ouais. 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 Enfin, je me bourre pas la gueule chez moi tout seul au clavier, mais... Tant mieux. Bon, on est rassurés, chers auditeurs, vous soyez rassurés, c'est bon. Et donc je vais certainement pas faire ça quand il y a 2000 personnes devant parce que j'ai envie de leur faire passer un bon moment et puis Mhm. ces mecs ils ont payé, quoi. Tu vois, donc Mais c'est intéressant Puis t'es avec d'en parler. Colter, peut-être que si tu veux lui donner. oui, alors si tu parles de ce moment-là en particulier, en plus faut vraiment pas se foirer. Ouais, parce que c'est un moment dont il va se souvenir et qui peut donc provoquer des opportunités dans le futur. On en est bien conscient à ce moment-là avec l'équipe et donc voilà, fallait pas se foirer, mais ça s'est super bien passé, comme les images le prouvent. J'avais posté 2-3 vidéos sur les réseaux de ce moment-là. Ok. Et les Pays-Bas, il y a un autre festival, il me semble, où tu as participé, qui s'appelle Amsterdam Dance Event. Ouais, Même été, ou pour même ou la semaine d'après ça ou... c'était en octobre, ça se passe toujours en octobre, il me Ouais. semble, ce festival. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que tu as rencontré un peu des tontons aussi, notamment Kerry Chandler, c'est ça Ouais, 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 ouais. C'était incroyable. Alors la DE, de toute manière, c'est un événement qui regroupe tous les DJ du milieu, voilà, tous les plus connus, tout ce qui se fait de plus pointu. La ville d'Amsterdam elle est complètement aménagée pour les événements pendant une semaine entière. Et vu que c'est une petite ville, avec tant d'événements, c'est voilà, une espèce de concentration de DJ et ouais, d'événements, encore une fois. Tous les professionnels du milieu. C'est ça, et pas que DJ, effectivement, c'est les professionnels du milieu, donc tu as aussi les bookers, les managers, les Oui, parce qu'il y a des promoteurs. conférences. Enfin, c'est vraiment comme Oui. tu dis, le temps s'arrête pendant une semaine Ah ouais, là-bas. carrément. C'est vraiment fait pour réseauter, c'est fait pour les rencontres dans le milieu de la musique. C'est un peu comme un salon de la musique, mais ultra festif en même temps. Comme le Mama Festival en France. Enfin, je sais pas si Ouais, tu as déjà j'ai participé. pas participé à ce festival Enfin, pour l'instant. Enfin, on l'a fait avec Itinerarbis, on a été partenaire média pendant quelques années et c'est un peu le même principe. C'est des conférences, des rencontres entre professionnels, musiciens. Ok. Voilà. Enfin, ça me fait penser à ça. Non, bah écoute, Non, ouais, en c'est plus grand, du coup. un autre festival Oui. sur lequel je dois me pencher alors. Ah oui, Ouais. ah, je te le conseille et je vous le conseille aussi enfin, d'y aller. Ouais. Ouais. Mais du coup, la DO, oui, c'est en beaucoup plus grand. La DE, ça fait depuis un moment que ça existe. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et donc, de par le ratio
taille de la ville et concentration d'événements et de gens, c'est facile de rencontrer des DJ, même dans la rue. Donc nous, il s'avère qu'on était en train de marcher. Quand je dis nous, c'est la même équipe. Souvent, Oui, il y a Zav et Théos. Théos. Voilà. On passe le coucou. Ouais. C'est Et un peu leur interview aussi, du coup. c'est un peu ça, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Et donc, on est en train de marcher dans la rue un soir. Et là, on rencontre l'équipe du label PIV. Donc, il y avait les DJ Jamback, Job de Jong. Il y avait même d'autres gens dont je me souviens plus. Mais on rencontre Dennis Queen dans la rue, qu'on connaissait déjà un peu. Donc, ouais, incroyable vraiment d'avoir cette coïncidence. Le lendemain, on venait de finir le petit-déj en ville. On croise Mousti ou Mausti, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est pour le coup un tonton dans le milieu de la musique. Il est là depuis longtemps, il a fait des tubes qu'on connaît tous. Hein. On lui parle, voilà, ils sont super avenants parce qu'ils savent que l'événement est fait pour ça. Donc c'est comme ça que les rencontres se sont effectuées. Et j'essaie de revenir un peu plus vers ta question. Tu me parlais de Kerry Chandler. Donc ça s'est fait grâce à Théos, une fois de plus, qui avait été invité à une conférence Arturia. Lui, il était déjà en contact avec Kerry Chandler. Je me souviens d'un set qu'ils avaient fait ensemble, peut-être à Madame Loyal. Ouais, oui, effectivement, il me À semble. Paris, il avait fait un live de guitare, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai un souvenir plus Ouais, ou moins vague peut-être. avec lui. J'avoue que je sais plus parce que j'étais pas là à ce moment-là. Mais par contre, ils avaient déjà joué ensemble lors de la première édition du Festival PIV en 2023. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'était le moment de Théos plus que enfin le mien, quoi. Évidemment, c'était voilà, il a joué avec Kerry Chandler. Je sais même plus comment il a fait à ce moment-là, mais c'était encore du piratage Oui. total. Ah bah oui, je pense qu'il faut y aller au culot. Ouais, et, c'est du culot, et je pense que même eux, au début, peut-être, enfin, on fait du piratage, c'est même sûr. Certainement, Au début, ouais. pour se faire voir, entre guillemets, Ouais, faut oser. faut oser, oui. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc lui, il avait osé à ce moment-là, en 2023. Et Kerry Chandler l'avait fait monter sur scène pour qu'il improvise des lignes de piano sur son set. Ah oui, c'est plus piano, pardon. Ouais, J'ai dit c'était, guitare, c'est plus piano. Alors, il joue de la guitare aussi, Théos, mais c'est vrai qu'en live, c'est focus piano. Et donc c'est comme ça qu'il connaissait Kerry Chandler pour revenir à l'ADE 2024. Et je crois que Kerry Chandler, donnant une conférence pour Arturia lors de l'ADE, a dit à Théo, viens. Il confirmera en voyant l'interview si c'était comme ça que ça s'était goupillé ou pas. Mais voilà, on se retrouve à cette conférence. C'est Arturia, la compagnie de synthé et de VST qu'on connaît dans le milieu des producteurs, qui a organisé cette conférence pour présenter leur nouveau clavier Astrolabe. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais s'ils voient ça, ils seront certainement contents. On ne mettra pas de partenariat On dira pas commercial. qu'ils ont sorti leur dernier clavier il y a 2 semaines, je crois, le 11 là, je crois. Leur suite. Ouais, mais donc voilà, il y avait cette conférence et Kerry Chandler présentait avec Arturia ce synthé. Et ouais, on s'est retrouvés sur la scène à un moment donné avec Théo à improviser tous les deux avec Kerry Chandler. Donc moment de folie. Encore une fois, qui s'est fait un peu comme ça. Oui, c'est intéressant de savoir comment ça s'est déroulé. Ouais, c'est pas des choses. C'est pas qui forcément se- pensé ou. Ouais,
C'est beaucoup enfin, d'impro. c'est Enfin, t'as envie pensé, d'aller vers là. mais Oui. c'est pas pensé à l'avance, quoi. Ça se goupille de manière assez spontanée et c'est une question de saisir une opportunité et même pas une opportunité pour se faire des Ouais, contacts ou pas pour vivre intéressé, quoi. un moment de Ouais. gloire, mais Mm. juste pour ouais, kiffer un moment musical entre clavéristes. Et comme les vidéos le montrent sur les réseaux, ben, c'était culte, quoi. C'était super cool. Et donc on a discuté avec Kerry. On a discuté avec Kerry. Ouais, bah ouais, la légende, Ouais, quoi. Non, mais en plus, il a l'air vachement accessible. C'est Ouais. comme tous les Étienne de Crécy. Enfin, ils ont l'air très accessibles. Ah ouais, les anciens du milieu, ils sont globalement super sympas. Donc Oui. ouais, on a discuté avec lui, c'est trop cool. D'accord. Bah, du coup, là, ça va être des questions un peu plus aléatoires, mais enfin qu'on a envie de te poser du coup. Ouais, avec Et plaisir. oui, voilà. Du coup, nous, on aime bien, comment dire, avoir des petites anecdotes, par exemple sur tes sets, sur tes premiers événements. Est-ce qu'il y a une anecdote qui vraiment ressort de ta mémoire sur, je sais pas, un passage en club ou un contact avec le public? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, une Alors, anecdote un peu croustillante, on va dire? je vais parler encore une fois du festival PIV en 2024, euh, où on a joué avec Colter, enfin on a eu l'honneur d'improviser sur son set. Parce qu'en fait, juste après, on a tenté le tout pour le tout, et on est allé, enfin je sais plus comment ça s'est goupillé, mais on a croisé Prunk, donc, qui est le big boss du label PIV et du festival, forcément, Festival PIV, qui est tout à l'honneur du label. Donc voilà, on le croise dans un endroit du festival et je crois qu'il nous reconnaît et on essaie de se glisser une fois de plus pour, Pour le pour suivre. intervenir dans son set à lui qui se passait sur l'une des scènes principales du festival. Et alors, pareil, avec beaucoup d'insistance et de péripéties Beaucoup de culot. et de culot, voilà. Je pense que c'est la clé hein, Ouais, je pense que pour c'est réussir, hein. C'est une des clés, ouais, c'est clair. Dans le bon sens du terme. Ouais, ouais. Oui, non, mais avec respect, tout ça. Euh, voilà, donc on arrive à se faufiler sur la scène avec le clavier qu'on avait grâce à l'intervention précédente sur le set de Colter. Et, il était question qu'on puisse intervenir sur le set de Prunk qui jouait avec la DJ Kelly Allen à ce moment-là, en back-to-back. Encore une fois, j'ai des détails qui m'échappent. Je me demande s'il n'y avait pas des messages qui avaient été échangés au préalable qui laissaient entendre que cette intervention pianistique allait être possible. Euh, mais on n'était pas sûr. Je me souviens d'être dans cet entre-deux où on a réussi à accéder à la scène. Il y a Prunk et Kelly Allen qui sont en train de donner leur meilleur set au meilleur moment du festival. C'est le coucher du soleil. Il y a une super grande foule. Les gens ont été chauffés. Ils sont bien. Et j'ai mon clavier sur l'épaule comme ça, dans sa housse. On ne sait pas, on attend de voir. On essaie de faire un contact visuel, un échange avec Prunk. Et on voit des régisseurs qui commencent à installer des espèces de gros caissons à côté de la table où se trouvaient les platines. On se demande si ce ne serait pas pour caser le clavier par hasard. Mais voilà, on n'en a aucune Pas sûr, idée. pas sûr du tout. Voilà. Et à un moment donné, il y a Prunk qui vient me voir. Je me rappellerai toujours de ce moment, je sais pas, parce que c'était un peu intimidant. Il vient me voir et il me dit 2 tracks. Donc il me dit 2 tracks.
Et en fait, je savais pas si ça voulait dire je joue encore 2 tracks et après tu joues. Je savais pas si. En fait, je savais rien du tout. Là, sur le moment, oui, ça doit être impressionnant Ouais, en ouais, plus. c'est impressionnant. C'est le boss du label qui me fait rêver depuis que j'ai commencé à produire, le boss du festival. On est dans cette espèce d'énergie frénétique, un peu stressante. Est-ce qu'on joue sur son set ou pas? Bref, la crowd en folie. Et il me dit juste ça. Il me dit pas bonjour et tout. Et il vient assez proche de moi en plus à ce moment-là. Et il fait comme ça. Imagine le moment, oui, comme ça, tac, donc prépare-toi où tu sais pas trop quoi C'est faire. ça, ouais. C'est un mec en plus assez charismatique. Enfin voilà. Et donc là, je sais pas ce que ça veut dire, je suis perdu. Mais heureusement, il y a les régisseurs qui me prennent un petit peu en charge, entre guillemets. Ils me disent vas-y, pose ton clavier et tout. Et là, j'ai dit ok, bah ça va se faire quoi. Donc j'irai Enfin, pas en jusque confiance. là. Enfin, je veux dire, tu te dis, ça va se faire, oui. Ouais, Enfin, oui. oui, peut-être pas en Euh, confiance, mais ça va le faire. Ouais, je me dis ok, bah alors c'était pour ça. Et donc j'installe le clavier, ça se branche. Il y a un régisseur qui est hyper sympa, un mec, je me rappelle, un peu vieux, qui me sourit et qui me fait ah, c'est cool. Et, Validation. ouais, c'est ça. Et bim, je suis branché. Là, a priori, c'est à moi. Euh, je sais plus comment je détecte ça, mais je pense qu'il y a un croisement de regard. Mais encore, les signaux sont très faibles. Je balance un solo, euh, hyper stressé, donc je me rappelle faire des lignes assez simples, efficaces. Oui, voilà, Je j'allais te complique pas dire, la tâche. quand t'es stressé, oui, tu vas vers Ouais, je vais un ce que truc. tu sais faire. Ouais, je vais vers un truc efficace. D'accord. Vraiment. Et heureusement, il y a mon manager derrière, toujours, qui a le réflexe de filmer. Et bim, je fais mon solo. Et sur les vidéos, on voit qu'il y a Kelly Allen au moment de mon solo qui me pointe du doigt comme ça Ah oui, derrière. donc ils jouent vraiment le jeu, enfin ils te mettent en valeur. Ouais, moi sur le moment je vois pas du tout ça parce que je suis ultra T'es concentré. Bah, eux aussi doivent être Ouais. hyper contents de. Bah, en vrai, je pense que ils ont dû se rendre compte que ça plaisait aux gens, je suppose, parce que sinon ils nous auraient pas laissé. T'arrives à regarder la foule à ce moment-là ou t'es trop concentré? Non, ouais, j'y arrive pas. Ouais, Ouais, ouais. Non, non, c'est que sur les vidéos que je vois si c'est bien ou pas. Là, a priori, c'était bien. Ouais. Mm. Mais voilà, pour l'anecdote est un peu longue. Mais elle en vaut le détour. Mais c'est juste ce moment où Prunk me dit two tracks. Ouais, ça résonne encore dans ta tête, Ouais, two parce tracks, que c'était assez avec mystérieux. le regard. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. De toute façon, à ce moment, t'as pas le temps d'écrire un roman. Enfin, tu vas au plus simple. Ouais. Hop, il te donne l'information et puis. T'as tout de Voilà. l'interpréter Oui, comme voilà, il faut. t'as mais pas un comme temps tu dis, t'as infini, les régisseurs qui a été quand même Ouais, là heureusement. pour que ça se passe très bien. Ouais. Ok, pour terminer, on voulait te poser une petite question. C'était quoi un peu tes projets à l'avenir et tout ça pour 2025? Dans quel style, dans quelle voie? Est-ce que tu le sais déjà un petit peu où tu vas aller? Est-ce que tu as des collaborations aussi qui vont arriver? Dis-nous Ouais. tout. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les moments à venir? J'ai le projet de sortir un album, euh, un grand album, et j'aimerais que cet album comprenne des styles musicaux qui diffèrent un peu de morceaux club, de morceaux house. J'aimerais que ce soit un peu plus varié et à l'image de mes influences musicales qui proviennent du jazz, de la soul, de la funk notamment. Et globalement, même pour les morceaux club que je produis en ce moment, je me dirige vers une direction artistique beaucoup plus funky, je dirais, même un peu disco. Donc voilà, je suis en train de mettre ça en place. Je ne sais pas du tout quand ça sortira. J'avoue que c'est très flou. Mais l'idée, c'est de montrer à mon audience ouais, d'où je viens en termes de style musical et de leur donner un peu plus, de leur donner un spectre plus large que celui de la house que j'adore, hein,
Mais voilà, Ou j'ai tu le projet peux de plus m'étendre. oui, ça peut être enfermant. Ça peut, ouais. Ouais. Moi, tout ce que j'écoute de tes prods, c'est quand même très inspiré quand même de la funk, enfin sur les basses lines, et Ouais. puis un peu disco. Après, c'est toujours compliqué funk disco de séparer, Ouais. mais là tu rentres encore plus dans le vif du sujet du coup Ouais. sur ce côté disco funk. Ouais. Ok. Ouais, carrément, parce que c'est vraiment mes influences, c'est ce que j'ai écouté en grandissant. Euh, et j'ai envie de revenir vers la base, qui est aussi ce que j'ai l'impression de savoir faire le mieux. Euh, voilà, On confirme. c'est Tu, gentil, tu ça le fait fais très bien. plaisir. Et du coup, ces influences, tu les as un peu diguées toi-même ou il y a toujours les parents, la famille, Oui, c'est le ça. classique Ouais, c'est mon père qui, dans la maison dans laquelle je grandissais, avait installé une chaîne hi-fi ultra pointue. Et il avait une collection de disques assez importante, ouais. Non, pas de vinyle, il était passé Ah au oui, c'était CD à déjà, oui, l'époque, ouais. c'était déjà la période CD. Ouais. Ouais, c'était la période CD. Et donc, c'est comme ça que j'ai écouté la plupart des musiques qui m'ont fait, je pense, en partant du rock des années 60-70, en allant jusqu'à la soul, la funk, encore une fois. Et puis, en fait, quand tu suis l'histoire de la musique du XXe siècle, une chose mène à l'autre naturellement. Quand tu écoutes du rock, tu t'aperçois que voilà, enfin, ça te transporte, Il y a ça une t'emmène en voyage. chronologie. Ouais, il y a Oui, une ça, il y a une chronologie. chronologie assez. Ouais, et moi c'est ça On qui me peut, passionne, quoi. Ouais. Et quand tu dis que je reviens à nouveau là-dessus, que tu veux aller plus te concentrer sur le côté disco, c'est du coup tu vas aller plus dans un côté acoustique, donc travailler avec des instrumentalistes, ou ça restera quand même très électronique ou pas. Je pense qu'il y aura plus de sonorité acoustique. Ouais. Actuellement, tu parlais des basslines tout à l'heure. Parce que je t'ai vu en vidéo avec, je sais plus je sais pas comment il s'appelle, un monsieur qui faisait De la la basse. basse, ouais, Ouais, alors ça dans cette c'était idée-là, ouais. c'était l'artiste Sae Ouais. qui fait partie du collectif, qui fait partie de l'agence House of Groove aussi, qui est ultra talentueux. Lui il fait de l'électro, de la funk. J'espère que je qualifie bien sa musique, mais avec un fort côté French Touch aussi. Et donc c'est un bassiste et guitariste hors pair, avec qui j'ai commencé une collaboration. Vous me posiez la question pour les collaborations aussi. Pareil, je sais pas quand ça sortira, mais en tout cas, c'est des projets qui sont sur le feu actuellement. Euh, donc ouais, on pourra entendre plus de sonorités acoustiques, même si j'aime beaucoup le sampling, Ouais. ou du moins la sonorité du sampling. Donc ouais, je pense que ça va être un peu ça. Le sampling un peu à la Daft Punk, à la French Touch, découper des morceaux disco pour en faire quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça l'idée, c'est de prendre un peu ce tournant. Très bien. Je te laisse improviser une conclusion. Attends, faut que je lise du coup. Eh bien, du coup, nous étions à la rotonde, tout s'est bien passé. Non, non, mais merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, oui. Ouais, pour Ouais, avoir ouais, été merci présent à vous. avec nous. Malgré nos petits Et- soucis techniques, mais on s'en fout, Oui. ça ne verra pas la vidéo. C'est pas grave. Et Merci. d'avoir intronisé surtout notre première édition de. Exactement, à jamais le premier. Voilà, Avec Donc, plaisir. merci à toi. C'est un honneur. Oui, voilà, et c'est un honneur pour nous aussi de t'avoir. T'avais déjà intronisé le podcast de ton label, bah maintenant Oui, voilà. En fait, C'est top. on va te conseiller pour faire des introductions, je pense. Ouais, ça va être ça, je pense. Bon, Ouais, ben, merci à vous. ouais. Merci beaucoup.